Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Hikaru no Go série. Merci beaucoup pour tous les retours que vous avez fait. Vous avez écrit beaucoup de commentaires, c'est vraiment génial. Je vois maintenant un petit peu que ça vous a vraiment plu et du coup on va continuer par la deuxième partie qui a opposé Akira contre Sai, puisque pour rappel dans le manga et dans l'anime évidemment. Akira a perdu la première partie, donc c'était le premier épisode, et a réfléchit énormément et voulait reprendre sa revanche un petit peu contre Hikaru, qui n'a toujours pas compris la force de Sai. Et tout à coup, maintenant, il se retrouve nez à nez à Akira et accepte le défi que Akira lui lance. Ils se retrouvent dans leur club à nouveau, et cette fois-ci, la tension est complètement autre. Akira vraiment joue sa vie dans cette partie, et on va regarder ça ensemble. Partie très très importante. Donc, deuxième partie entre Akira et Sai, qu'est-ce que ça va donner? On va regarder ça. Par rapport à la partie en elle-même, d'un niveau réel, j'entends par là qu'elle a été jouée en 1838, donc plus tôt que la première partie, et les deux adversaires, donc Akira est en fait Oninbo Shuwa, qui est à l'époque 5e dan, et Sai est représenté par Yasui Sanshi. Donc Yasui, on se rappelle, c'est une autre maison de ce temps-là, qui était 7e dan, et la partie elle est complètement autre que ce qu'on a vu au premier épisode. Vous allez voir ça, très intéressante parce que on s'attend pas forcément aux coups qui vont être joués, surtout par Noir en fait, et ça mène quand même une partie super intéressante. Regardons un petit peu ça. Noir commence par un Komoku, et Blanc directement joue le coup en E17, donc c'est un coup qui veut plutôt apporter de l'importance sur le bord haut. Noir joue immédiatement le coup en E3 pour faire les points du coin. Donc c'est un Shimari qui donne à peu près 15 points, voire plus quand il y a une extension, ce qui arrive habituellement. Et il ne va pas prendre un deuxième coin. Non, il veut prendre les points qui sont là, ce qui est tout à fait possible, puisque ça fait quand même un certain nombre de points. Et il est hyper solide. Et il peut jouer où il veut, il sera tranquille. C'est un peu ça le but à mon avis. Après vous me direz, il joue deux coups pour faire un coin, c'est peut-être peu rentable, mais en tout cas ça fait quand même pas mal de points. Imaginons qu'il aurait très bien pu jouer directement le Sansan, finalement il aurait fait X points, mais il faut se l'avouer que là le coup est en en point 3-3, donc troisième ligne, c'est un coup très bas et peut être facilement aplati, on va dire. Alors qu'un Shimari l'est déjà un peu moins. Blanc vient prendre un coup, le coin en Q4, donc on s'attend à une croisée, et Noir vient immédiatement jouer D15. Donc Noir attache énormément déjà d'importance au bord gauche, il ne va pas chercher le dernier coin actuellement, et là il y a plusieurs réponses pour Blanc. Si Blanc décide de ne pas répondre localement, il pourrait très très bien prendre le troisième coin. Bon, évidemment, on peut s'attendre à ce que Noir va, lui, prendre le coin, puisque finalement, c'est une approche, et comme il a joué en bas à gauche, il a directement pris les points du coin, il pourrait très vite envisager de prendre ceci, ce qui ferait que là, il serait solide des deux coins, et pourrait envisager d'aller jouer n'importe où ailleurs, et de ne jamais s'inquiéter de sa base de vie. Dans la partie, Blanc va répondre tout simplement ici, pour bloquer un petit peu, fermer la porte à Noir pour le coin, et en même temps, la direction, elle peut être un petit peu discutable, dans le sens où quoi, là on voit que maintenant Noir a un petit mur, donc déjà, est-ce que c'est si intéressant que ça pour Blanc d'avoir créé ce petit mur? Mais est-ce que c'est aussi intéressant pour Noir d'avoir développé le bord gauche comme ça? Parce qu'on voit bien que là maintenant, si Noir fait une extension, le problème c'est que c'est encore ouvert par là, ça peut être aplati. Donc pour l'instant, certes, ça fait quand même une extension de son Shimari, donc pourquoi pas, ça fait des points. Moi je pense que c'est tout à fait jouable. Mais si maintenant on envisage par exemple que c'est comme ça, c'est encore très ouvert, parce qu'il peut passer par là, mais il peut tout de suite aller vivre sur le bord gauche aussi. Et s'il descend ici, peut-être que Blanc pourrait tout simplement aplatir ou jouer une extension. C'est tout à fait possible aussi. Donc est-ce que c'est pas mettre tous les œufs dans le même panier pour Noir? C'est ce que je voulais dire. Dans la partie, Noir va faire cette extension-là. Je pense que c'est tout à fait jouable, parce que Noir fait des points, il crée quelque chose. Il y a une suite logique dans les coups, donc ça va. Ça reste tout à fait, à mon avis, jouable. Et Blanc vient prendre le dernier coin. Alors évidemment, quand je dis prendre le dernier coin, c'est... Là, ce sont des Oshi, vous savez très bien que Noir pourrait envisager de prendre un Sansan. À chaque fois.
Noir vient jouer ce coup en M3 qui est un peu particulier. Donc là, c'est pour moi le premier coup un peu particulier dans le sens où ce n'est pas un coup comme on s'y attend en O3 qui pourrait développer bien les blancs de cette manière, et ensuite Noir pourrait jouer ailleurs ou sans doute faire une extension pour développer le bord bas et le bord gauche en même temps finalement. Donc ça reste une direction assez intéressante. Noir voulait peut-être pas se faire pincer, je pense. Il voulait peut-être pas se faire pincer haut, à mon avis, pour contrer un petit peu cette influence et en même temps réduire complètement ce qui pourrait se faire sur le bord bas. Et aussi, si généralement on peut voir plutôt une extension vers L3 ou vers K3 pour ne pas justement se faire pincer. C'est plus compliqué maintenant pour blanc de venir ici, il est directement pincé. À mon avis, dans la partie, il joue M3, ce qui est très intéressant quand même, parce que si maintenant blanc vient pincer, certes il a une extension possible, mais noir peut aussi pincer, et le combat qui va être mené là, ça va être noir qui va pouvoir développer, qui va pouvoir être en meilleure position pour attaquer à mon avis. Parce que on imagine par exemple une sortie, on voit bien que là, noir a beaucoup d'espace encore pour réagir, alors que blanc, certes aussi, mais blanc est un petit peu dans l'influence de noir actuellement. Donc, est-ce que la direction du combat serait si intéressante que ça? Sachant que si maintenant, à un moment donné, blanc tourne comme ça, noir pourrait prendre l'avance au niveau prendre la tête un petit peu du groupe de blanc et attaquer, continuer d'attaquer. C'est un peu ça l'idée. Et ce n'est pas blanc qui attaque finalement le groupe noir. Donc vous voyez, c'est pas inintéressant du tout comme coup, même si ça se jouerait un peu moins. Pourquoi? Parce que ça laisse aussi l'occasion à blanc de venir jouer ce coup-là, par exemple. Et là, tout à coup, si noir ne répond pas, on va dire il joue ailleurs, blanc est plus fort maintenant pour attaquer de cette manière, de cette manière, de cette manière. La pierre en M3 n'est pas si stable que ça, donc du coup, noir se sentirait peut-être obligé de rajouter un coup, et blanc aurait, par exemple, une deuxième extension dans son coin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment, faut aussi voir que là, blanc pourrait aussi avoir facilement une possibilité de réduire l'influence que noir se fait à gauche. C'est très compliqué de tuer la pierre en E5, et en même temps, blanc va pouvoir réduire soit en bas, soit à gauche. Donc voilà, ça c'est les avantages et les inconvénients du coup en M3, je pense. Blanc dans la partie va jouer F6, F16, pourquoi? En fait, s'il répond simplement, on peut imaginer que noir fait maintenant ce coup-là, et regardez, si on regarde une suite comme celle-là, on voit très bien que noir se développe quelque chose d'assez intéressant. Dans la partie, il joue ce coup en F16, je pense que c'est un coup de direction tout simplement. C'est vraiment empêcher l'adversaire d'avoir la direction qu'il désire. Et en même temps, ça développe le bord haut qui est un bord large pour blanc, donc c'est très intéressant aussi. Dans la partie, noir joue ce coup qui est aussi spécial. Bon, il est beaucoup joué et il apporte une position très solide à noir en fait, puisque maintenant blanc aura beaucoup moins de possibilités de s'installer à gauche, en tout cas en bas à gauche, et un peu moins de facilité de s'installer en bas, parce que maintenant il a quand même, regardez, le E5 c'est quand même un Keima par rapport au bord gauche qui développe, et c'est aussi un Toby qui développe le bord bas. Donc c'est assez intéressant, on peut imaginer plus tard que si ça répond comme ça, par exemple, noir joue ce coup-là et développe pas mal de points sur le bord bas, en même temps qu'il a développé des points sur le bord gauche. Donc ça peut être assez intéressant. Mais on remarque quand même qu'avec ce coup-là, noir continue de mettre tous ses œufs dans son même panier. Stratégie compliquée, on va dire. Blanc joue ce coup-là, encore une fois, c'est la direction. Si maintenant blanc joue ailleurs, noir commence à développer vraiment pas mal. Alors c'est encore très ouvert, on voit bien que là, c'est pas facile à mon avis pour noir de faire tous les points à gauche, quoi. S'il veut se battre, ça va être compliqué, et s'il joue ce genre de coup, il va être fortement aplati, et est-ce qu'il va vraiment gagner Enfin, je veux dire, c'est très très compliqué, quoi. C'est vraiment très très compliqué que noir fasse plus de points que blanc, là. Bon, blanc joue ce coup-là, de toute façon, à F14, il développe le bord haut et il aplatit le bord gauche, très intéressant, et si maintenant noir vient jouer ailleurs, plus tard, blanc pourrait avoir ce genre de coup pour attaquer les deux pierres, ce qui va être assez énorme. Dans la partie, noir vient jouer ce coup en R10, qui n'est pas compliqué en soi, je pense, il assure une base de vie quoi qu'il arrive, mais je pense qu'il ne joue pas R6 pour ne pas solidifier les blancs. C'est-à-dire que ce coup-là apporterait plus facilement un coup à O3, qui endommagerait un peu plus la pierre, qui affaiblirait un peu plus la pierre en M3. On voit bien que là, noir va se sentir un peu obligé, et là tout à coup, blanc est un peu plus solide, par exemple après cet échange-là, pour attaquer la pierre en M3 sans avoir peur de sa base de vie en fait.
parce qu'il est c'est compliqué d'attaquer cette position. Il peut encore sortir. Disons que localement, ça peut ne pas être vivant, mais ça peut quand même avoir pas mal de possibilités de vivre en attaquant la pierre en M3. Oui, en M3. Donc du coup, c'est très intéressant. Du coup, Noir joue ce coup-là en R10 pour ne pas donner ce coup-là. Imaginez que maintenant, Blanc fait ce coup-là. Noir peut facilement faire une extension et la pierre en R10 n'a pas de problème. Peut toujours avoir une base de vie. Sauf que, évidemment, Blanc va choisir la meilleure extension, c'est-à-dire il pourrait choisir soit là, de la manière que lui va développer le plus de points possible. Dans la partie, il choisit de jouer R7, et Noir fait une extension légère, c'est-à-dire qu'il y a toujours un coup intéressant à jouer en R12 pour attaquer la position. Blanc fait une extension en N17 qui développe plutôt bien le bord haut, et Noir vient jouer ce coup-là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On voit pas mal en ce moment les coups de Toby dans ce genre-là, parce que, par exemple, paf, on peut regarder cet échange-là, mais vous voyez que là, Noir joue un Toby, parce qu'il est au plus loin. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire l'influence la plus grande possible pour inviter l'adversaire à y venir et après contre-attaquer. Là, on n'est pas vraiment à l'extension la plus loin, et pourtant, il fait quand même un Toby vers le centre, qui va continuer à développer le bord bas, mais le bord gauche aussi. Un peu moins le bord gauche, évidemment, vu qu'on est principalement sur le bord bas. Blanc récupère le coin en P3, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités encore pour Noir, pour envahir, hein, c'est possible. Il y a des Yossé possibles. Bon, après, est-ce que c'est si intéressant que ça? Pas forcément. Mais on peut envisager, par exemple, ce genre de coup, hein, plus tard dans la partie, évidemment. Monter, puis tourner ici, probablement qu'il y a moyen de faire des choses, hein, parce qu'il y a encore une coupe en Q7, il y a peut-être possibilité de vivre dans le coin plutôt facilement, donc vous voyez, il y a encore des possibilités. Noir joue ce coup en D12, parce que comme je l'ai dit, Blanc pouvait attaquer les deux pierres, vu qu'il s'est quand même consolidé pas mal, et Blanc vient jouer ce coup en K5 pour réduire un petit peu ce potentiel central de Noir. Ce potentiel central, mais aussi le bord bas. Noir répond simplement, ce qui fait que Blanc a finalement deux pierres qui fuient vers le centre, tout simplement. Il ne construit rien avec ça. Il va juste détruire le potentiel central. Et là, Noir, c'est probablement une dernière décision, je pense, particulière. Noir décide de venir jouer en L17, alors qu'il a encore deux pierres qui sont pas forcément fort sur le bord droit. Et là, ma réflexion est que les deux pierres à droite, elles sont pas facilement tuables. Il faut savoir que même si Blanc joue ça, Noir peut décider de venir dans le coin, et il peut aussi décider de venir jouer en S12. Il va y avoir quoi comme résultat? Par exemple, le fait que Blanc va pouvoir obtenir ce genre... par exemple, hein, je vous montre rapidement. Mais Noir va pouvoir construire un mur, et en attendant, Blanc va devoir capturer les pierres qui sont là. Blanc fait pas mal de points dans le coin, mais Noir a développé quelque chose. Donc ça peut être une... Il ne va pas perdre toutes ses pierres. C'est ça que je veux dire par l'échange, c'est qu'il est possible d'avoir quand même un résultat qui peut être intéressant. Et je pense que c'est parce que ces pierres à droite sont très flexibles qu'il vient jouer en L17. Voilà. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Blanc vient pincer la pierre en L17, et Noir cherche le combat. Bon, séquence un peu particulière, puisque Noir se termine avec un pâté, et comme je l'ai dit, là, bon, c'est déjà un pâté, donc c'est pas très très vivant, et en plus de ça, les pierres à droite sont attaquables, donc... Personnellement, si je dois donner un résultat ici, globalement, j'avoue que je préfère la position de Blanc, parce que il développe bien le bord haut, enfin j'aime bien la position du bord haut, le fait que les pierres à droite sont attaquables, et que à gauche, il y a que les points à gauche finalement pour Noir actuellement, les points à gauche et un peu les points en bas. Donc est-ce que Noir fait suffisamment de points? Alors, petit rappel, il n'y a pas de commis. Dans le manga, évidemment, je l'ai vu, il y a un commis de 5,5 points, mais dans la partie, il n'y a pas de commis. Ok. Blanc donc fait cet échange là et Noir vient tout de suite attaquer. Alors là c'est vraiment compliqué de savoir si c'est vraiment un bon échange pour Noir ou pas, mais à mon avis il se dit écoute, j'ai des pierres en haut, j'ai des pierres à droite, je peux pas être en position de faiblesse, t'as que deux pierres en haut à droite. Finalement pourquoi pas, il utilise un peu les forces qui sont là, même si elles sont pas encore vivantes, pour attaquer. Et je pense que pourquoi pas. C'est compliqué de dire que c'est mauvais en fait. Blanc réagit de manière à garder le coin et attaquer la position, obliger les noirs à développer le bord haut, sachant qu'il y a une pierre en N17 qui dérange. Et là, Blanc va jouer un coup très solide qui va continuer de séparer et qui va un peu poser des problèmes à Noir. C'est ce coup-là.
Bah oui, évidemment, si maintenant noir joue ça, blanc peut tout de suite couper. Et ça va être plutôt embêtant puisqu'il va se séparer. Évidemment, noir va d'abord jouer ce coup en O15 pour un peu enfermer le coin. Blanc va faire un échange pour essayer de se renforcer, avoir une position sur l'extérieur et en même temps affaiblir un peu la position à noir à droite. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une coupe possible pour blanc pour s'installer, faire des points tranquillement. Noir vient jouer d'abord ce coup en N18, très important en fait. Il faut savoir que là, par exemple, sans ce coup-là, si blanc fait ça, noir peut envisager, ne peut pas envisager ça, puisque là, blanc a assez de liberté pour capturer. Après cet échange-là, si maintenant blanc veut faire cet échange-là, c'est tout autre. Noir a assez de liberté. Dans la partie, blanc va faire ce coup en M18, et là, noir vient jouer N15. Et si on regarde la même séquence, blanc n'a pas assez de liberté, noir a toujours 4 libertés. Donc blanc fait la coupe de l'autre côté, pour affaiblir un peu la position en haut, et ensuite jouer ce hané. Et là c'est très important, parce que si maintenant noir sort, blanc connecte, et là du coup c'est noir qui est tout séparé, et il faut voir qu'est-ce qu'il va gagner, quel CMA il va gagner. A priori blanc a quand même plus de chances a quand même pas mal de chances de gagner ce CMA. Donc noir est obligé de couper tout de suite, et blanc va d'abord faire l'échange à droite, attaquant la base de vie des positions des quelques pierres à droite, faire quelques échanges gratuits, et quelques CNT de Yosei gratuits. C'est vraiment très très intéressant comme séquence. Et en plus, va venir rajouter le coup en N14 qui va stabiliser tous les groupes de blanc. Évidemment, tous les groupes de noir sont stabilisés. Sauf que le groupe à droite, on peut se poser la question, est-ce que c'est vivant-vivant à partir du moment où il va être enfermé? Mais a priori, ça va être largement vivant. Il peut facilement faire 2 yeux. Je m'inquiète pas pour ça. Globalement, là, les positions sont stables. Il n'y a plus que le groupe en bas de blanc qu'il faut se poser la question, est-ce que ça va vivre? Et qu'est-ce que noir va développer en plus comme point? Dans la partie, noir joue ce coup-là, blanc essaye de réduire un petit peu maintenant le bord bas et le bord gauche, ça va être son objectif premier. Et on voit que là, par exemple, blanc fait cet échange-là, et noir ne joue pas quelque chose d'aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une coupe, mais aussi parce que blanc pourrait avoir ce genre d'échange pour faire du Yosei, réduire le bord bas. Dans la partie, noir va jouer ce coup, qui est très intéressant, puisqu'il va donner une glissade du singe, par exemple, à noir sur le bord bas, potentiellement des coups de contact, ça peut être très intéressant, et ça protège un peu plus, ça fait du Yosei finalement. Et c'est très intéressant comme coup de protection, donc rappelez-vous-en. Ici par exemple, blanc ne peut pas couper. Donc c'est vraiment très très intéressant. En plus de ça, si maintenant blanc essaye d'aller par là, noir pourrait faire ce genre d'échange pour aller réduire à droite. Voilà, globalement, c'est un peu ça l'idée. Blanc va venir jouer le coup en B4. En fait, il faut savoir que c'est assez large. C'est assez large à gauche. Il y a possiblement des choses, mais en plus de ça, il y a aussi, rappelez-vous, B16, il peut jouer, par exemple, ce genre de coup pour réduire. Donc, pour moi, il y a pas mal d'adji, de testables, on va dire, pour voir ce que... c'est aussi le problème à noir de lire tous les problèmes qu'il peut y avoir chez lui, quoi. C'est pas vraiment je teste et je vois si ça fonctionne. Non, non. C'est placer des pierres de manière à utiliser au maximum l'adji qui se passe à gauche, des restes de coups possibles qui restent à gauche. Évidemment, noir joue solide, blanc réduit le bord bas, et ensuite vient réduire encore une fois à gauche, obligeant un petit peu noir à rajouter ce genre de coup, et vient tester ici. Évidemment, encore plus proche de la pierre en B16, mais là et maintenant il y a la pierre en B4 qui pourrait, est-ce qui pourrait finalement vivre à gauche? Ça pourrait être très embêtant pour les points de noir, hein, finalement. Là, la pression de noir est très très grande. Noir se laisse pas faire, et blanc connecte. Noir veut séparer, veut enfermer en même temps. Blanc pousse, obligeant noir à connecter. Mais l'idée c'est quoi? C'est que même si blanc pousse de cette manière, noir va enfermer, il peut pas connecter, et blanc doit encore vivre à gauche. L'autre possibilité, c'est évidemment que... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Que on a la même chose, mais que là, par exemple, voilà, encore une fois, noir va pouvoir séparer, et blanc doit encore vivre. Dans la partie, blanc va faire un coup de contact. Voilà l'échange qui va se passer, et ensuite blanc va faire cet échange-là, qui est assez important pour moi, parce que c'est le bon timing de le faire. Là, par exemple, noir va jouer ce coup-là, et ensuite va venir jouer ça. Blanc va jouer ce coup-là. Ici, évidemment, blanc savait très bien qu'il allait perdre les quelques pierres à gauche, comme ceci.
puisque sinon, s'il fait ça, il perd toutes les pierres à gauche, et ça ne marche pas. Blanc savait ça, c'est pour ça qu'il fait cet échange-là d'abord. Si maintenant il fait cet échange-là après ça, par exemple, le fait que maintenant Blanc joue ça, Noir pourrait très très bien agir ainsi, ou même peut-être agir ainsi, ou comme ça, et tuer toutes les pierres qui sont à gauche de Blanc. Il suffit de lire un truc et ça pourrait fonctionner. Par exemple comme ça. Donc vous voyez, la réponse, le timing de jouer B12 est très important, et va amener une réponse différente. Pourrait amener une réponse différente. Alors, dans la partie, il se passe évidemment ceci, et on arrive à ce moment-là, donc on va avancer un peu plus vite, jusqu'à ici où Blanc détermine qu'il va jouer A15, donc du Yossé, et en fait, qu'est-ce qu'on peut analyser sur la partie? Tous les groupes sont vivants, enfin tous les groupes sont stabilisés, sauf le groupe de Blanc ici au centre un petit peu, donc Noir va dire, ok, je ne réponds pas à ton coup en A15, parce que de toute façon c'est goté d'y répondre, je vais peut-être perdre mes 3 pierres en haut, parce que imaginons que je joue ailleurs, je pourrais subir ce genre de coup et perdre les 3 pierres en haut à gauche. Et pour le coup, bah, Noir va dire non, je ne réponds pas, je vais d'abord attaquer ton groupe, qui est beaucoup plus gros, évidemment. Si Noir perd quelque chose là, si Blanc perd quelques pierres là, c'est quand même plus gros que perdre les 3 pierres là. Donc Blanc répond, et Noir obtient quelques coups SMT vers le centre. Noir va continuer d'attaquer les pierres qui sont à ce niveau-ci au centre. Et Blanc va finalement vivre complètement à gauche. Noir va quand même gagner, grâce à ce coup, ben, quelques forces vers le centre. Et en attendant, Blanc va gagner le coup en B14. Donc évidemment, le fait de ne pas répondre à un autre coup, il y a la possibilité que vous allez le perdre complètement. Donc évidemment, on peut pas toujours savoir si on va avoir la main à la fin d'une séquence. On va avancer un petit peu. Dernier moment, Blanc attaque un petit peu la position centrale. En fait, ils sont tous les deux occupés à se dire, à empêcher l'un l'autre d'avoir des points au centre, parce que c'est la dernière zone où on peut faire des points. Et généralement, vous savez très bien, le centre, c'est un peu l'édamé, donc la zone où on ne fait aucun point. Noir fait quelques échanges, et dernier moment de cette partie intéressant, Blanc fait Atari, puis Blanc fait Atari ici, et Noir ne joue pas ce coup en D14. Pourquoi? Parce que 1, ça fait un pâté, et en plus de ça, si Blanc fait Atari ici, maintenant Blanc pourrait envisager ce coup-là. Le coup en J18 n'était pas si anodin que ça, parce que Noir pourrait être en manque de liberté à un moment donné. Donc, Blanc pourrait envisager ça, et vous voyez, qui fait des points au centre, ben ça pourrait être Blanc qui finalement va faire des points au centre. Dans la partie, Noir ne va pas répondre à l'Atari, va jouer directement G12, Blanc capture, et Noir fait cet Atari-là pour finalement empêcher de faire des points au centre et en faire lui-même. Donc voilà, il a perdu quelques points, mais il en fait quand même, et il réduit les blancs. C'est vraiment très très compliqué de savoir qui gagne le plus dans telle ou telle séquence. Franchement, c'était très intéressant, je pense, comme partie, j'ai beaucoup apprécié. La partie va se terminer, donc on va avancer un peu plus rapidement, parce que là, il n'y a plus grand chose qui se passe. La partie se termine ici, et Noir va gagner de 7 points. Donc voilà, c'est un chiffre rond, puisque le commis est de 0, et Noir gagne de 7 points, donc c'est une très très chouette partie. Franchement, j'ai beaucoup apprécié, et cette partie dans le manga, finalement, est très très importante, surtout pour Akira, vu que finalement il se retrouve face à un mur. Dans le manga, il dit qu'il se retrouve face à un mur, et c'est vraiment ça en fait, puisqu'il se retrouve contre quelqu'un il ne comprend pas comment il fait pour gagner, sachant qu'il ne sait déjà même pas tenir ses pierres, hein, c'est Hikaru dont on parle, et en plus de ça, il n'arrive pas à gagner. C'est vraiment un mur contre lui qu'il se retrouve, et du coup, ça va le booster un peu. En fait, il a une telle combativité qu'il va être maintenant, il va se propulser lui-même vers le haut. Sai tire Akira vers le haut dans le manga, et c'est ça qui va lui donner cette rage de vaincre dans le manga. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, j'espère j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation. Ce SGF avec les variations se retrouve également dans la description, n'hésitez pas à checker, et du coup je vous dis à la prochaine pour un nouveau Hikaru no Go série. Bye bye.